Ok. On m'entend? Oui, super. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui, ce matin. En ce lundi matin, je suis Géraldine Duquesne, je travaille à la commission Justice et Paix. Donc bienvenue. Kiki de 11-11-11, Kiki Berkers et moi allons introduire cette journée. Nous vivons une époque inédite face au réchauffement climatique et plus largement aux désastres écologiques en cours qui mettent en péril la survie de notre humanité. Nous devons réaliser l'impossible pour contrer l'impensable. Et nous sommes au pied du mur. Dans le troisième volet de son dernier rapport, le GIEC nous le dit. Nos émissions ont continué d'augmenter entre 2010 et 2019 et doivent impérativement avoir atteint leur pic d'ici 2025 pour avoir 50% de chances de contenir le réchauffement climatique sous la barre des 1,5 degrés. 2025, c'est demain. Les mesures doivent être prises dès aujourd'hui. Om deze doelstelling te bereiken moeten we dringend afstappen van fossiele brandstoffen, die de basis vormen van onze samenleving en al onze menselijke activiteiten. Hoe we ons verplaatsen, wonen, verwarmen, vervoeren. Dit impliceert ongekende transities. Volgens het IPCC moeten we voor een scenario waarin we onder de 1,5 graden opwarming blijven een vervroegde sluiting van gas, olie en kolencentrales plaatsvinden. Zijn wij nu op deze juiste weg en zijn we hier zelfs toe in staat, is de vraag. Ondanks waarschuwingen worden in reactie op de energiecrisis in China en India nog steeds kolengestookte centrales gebouwd. Maar ook binnen de EU zijn we nog aan het zoeken naar nieuwe gascentrales. Nu, die uitdaging die op ons bord ligt gaat verder dan het vervangen van fossiele tot hernieuwbare energie. We moeten ophouden te geloven dat we eindige hulpbronnen tot het eindige kunnen uitbuiten en verbruiken. De opgave vereist het vermogen om onszelf collectief te disciplineren en om ons het begrip van grenzen opnieuw te durven toe-eigenen. Alors, je vais me permettre de faire une petite pause, peut-être parce qu'avant de poursuivre, pour ceux qui ne comprendraient pas le néerlandais, nous avons deux super interprètes avec nous. Donc, vous avez des petits casques dans l'accoudoir de votre siège. Oui, j'aurais sans doute dû commencer par ça. Donc, j'invite ceux et celles qui le souhaitent à sortir leur petit casque, et puis je vais continuer. Ça va ? Donc aujourd'hui, les énergies alternatives sont encore loin de prendre le relais. Bien sûr, les énergies renouvelables sont en pleine croissance et c'est une bonne chose. Mais avons-nous vraiment la garantie que l'utilisation des énergies fossiles diminue en parallèle de l'augmentation du renouvelable? Avons-nous affaire à une véritable substitution ou une addition de différentes sources d'énergie? De plus, les énergies renouvelables présentent des contraintes nouvelles. Le phénomène d'intermittence, l'occupation de l'espace, la question du stockage de l'énergie, l'utilisation des matériaux dont les métaux, la question de la gestion de la fin de vie, etc. Ces contraintes nous interrogent sur notre capacité à bâtir un monde 100% renouvelable à consommation énergétique égale à aujourd'hui. Monsieur Hervé Jeanmar, professeur à l'école polytechnique de Louvain-la-Neuve, nous en parlera tout à l'heure, en fin de matinée. Non, pas maintenant, mais tout à l'heure. Aan de kern van deze energietechnologieën liggen metalen. Deze natuurlijke hulpbronnen zullen de nieuwe strategische hulpbronnen van morgen zijn, de geopolitiek van de wereld herdefiniëren en nieuwe vraagstukken opwerpen. De industrie rond metalen is een weinig bekende bedrijfstak die minder in de schijnwerper staat dan de fossiele brandstofindustrie, maar niet minder problematisch is op vlak van mensen- en milieuschade. In Peru, DR Congo en elders veroorzaakt mijnbouw vervuiling door zware metalen, ziektes, armoede en conflicten. Er werpt ook vragen op in zaken toegankelijkheid. Zullen er op korte termijn voldoende metalen beschikbaar zijn? En voor wie zullen die dan beschikbaar zijn? Moeten wij de mijnen in Europa heropenen om aan onze groeiende vraag te voldoen? Wij zullen bespreken met meneer Thomas Briadriol van het International Energy Agency en meneer Johan Jaans, directeur van het departement Geologie van de Universiteit van Namur. Les réflexions sur le monde de demain ne peuvent éviter un questionnement sur notre modèle économique. Sachant que de tout temps, la croissance économique a été corrélée à la consommation énergétique, quel modèle économique inventer qui puisse se dissocier de la destruction environnementale? Certains font le pari de la croissance verte, d'autres en démontrent la vacuité. Dans tous les cas, et selon le GIEC toujours, il est de plus en plus évident que la simple valeur monétaire de la croissance des revenus est insuffisante pour mesurer le bien-être national et individuel. Par conséquent, toute action visant à atténuer le changement climatique
et mieux évaluer par rapport à un ensemble d'indicateurs qui représentent une plus grande variété de besoins pour définir le bien-être individuel, la stabilité macroéconomique et la santé planétaire. Nous étayerons ces propos avec M. Philippe Roman, professeur à l'ICHEC, et M. Brent Blaise, professeur à l'Université de Gand. C'est encore moi. Parmi les nouveaux modèles économiques, l'économie circulaire est aujourd'hui un horizon souhaitable qui semble faire consensus. Quelles sont les implications de ce modèle économique? Quelles sont ses conditions de réussite? La transition est-elle aisée? Nous en parlerons avec M. Karel Vanacker cet après-midi, donc professeur à l'Université de Leuven, et il nous rejoindra en cours de journée. Meer in het algemeen, meer filosofisch, is het niet tijd om onze logica van accumulatie, overproductie en overconsumptie in vraag te stellen. In verschillende toekomstscenario's van alweer het IPCC wordt ervan uitgegaan dat een daling van de vraag en aanbod onvermijdelijk zal zijn, maar ook wenselijk. Het IPCC wijst erop dat veel van die oplossingen die juist die vraag naar fossiele energie en grondstoffen verminderen en daarmee ook de uitstoot van broeikasgassen, betere diensten leveren die bijdragen tot het welzijn van iedereen. Verminderingen aan de vraagzijde omvatten verandering in het gebruik van infrastructuur, de invoering van technologieën voor eindgebruik en sociaal-culturele en gedragsveranderingen. Maar vergis u niet, dit betreft niet enkel een individuele verantwoordelijkheid, maar met name een politieke. Ondanks deze wetenschappelijke bewijzen, ondanks dat verschillende pistes hiervoor reeds op tafel liggen, laten concrete oplossingen op zich wachten. De oplossingen lijken de allesomvattende uitdaging van de energie, grondstoffen en klimaatcrisis niet aan te kunnen. Maar de tijd dringt en de kost van inactie is groter dan actie. Dus hoe kunnen we het anders doen? Hoe kunnen we een samenleving die afhankelijk is van eindige energie en hulpbronnen transformeren of zelfs een transitie laten doorgaan? Hoe vinden we een impasse uit de inertie en durven we de uitdaging waarvoor we staan aan te gaan? Aan het einde van deze dag zullen we daarom met Barbara Nicolosso, directeur van de Franse Vereniging van Virage Energie, naar concrete oplossingen kijken. Naast de veranderingen van energie, economisch en ons technologisch model moet er een diepgaande culturele, filosofische en spirituele verandering plaatsvinden. Mevrouw Charlotte Luijks, filosoof van USC Louvain, zal ons aan het einde van de dag over dit onderwerp toelichten. Zo, dit was dan het programma en ik bedank jullie samen met Géraldine heel erg voor jullie aanwezigheid. Avec le réseau belge Ressources Naturelles, nous avons souhaité que cette journée soit instructive et se prête à la discussion ouverte et aux échanges. Nous avons voulu aborder collectivement des aspects trop rarement exposés dans le débat public. Nous avons volontairement décidé d'inviter des acteurs et des actrices qui travaillent spécifiquement sur ces enjeux depuis différents secteurs, dans le but de construire une analyse commune et d'agir conjointement. Dans cette perspective, nous terminerons la journée avec une discussion sectorielle d'1 heure où s'exprimeront Mme Barbara Tract pour le secteur politique, M. Arnaud Zacharie pour les ONG et M. Art Geens d'Engie pour le secteur privé. Nous leur poserons des questions ciblées en lien avec les exposés de la journée. Nous espérons que vous sortirez de cette journée avec une vision plus claire des enjeux et des défis que comporte la transition écologique, ainsi que renforcée et inspirée au niveau professionnel et personnel. D'un point de vue plus pratique, donc, il y a la traduction et les interprètes qui vont nous accompagner donc, tout au long de la journée. Je les en remercie. Je remercie aussi d'avance l'équipe technique pour son support. Et sachez que des temps de questions, d'échanges seront prévus après chaque intervention. Donc ici, avec M. Philippe Roman et M. Brent Blaise, on va commencer avec 40-45 minutes de présentation. Et puis normalement, on aura une demi-heure pour échanger ensemble. Belle journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Et voilà, profitez. C'est bien ici qu'il faut appuyer. Ah si, ça passe. Ok. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être ici aujourd'hui et de vous parler un petit peu du lien entre l'économie
et si ce n'est l'écologie, en tout cas au moins le climat et quelques autres enjeux socio-écologiques. Alors, donc je vais partager cette présentation avec Brent Blaze. Je vais commencer, il fera la deuxième partie. On va tous les deux parler de cette question qui est le lien, la compatibilité entre la croissance économique telle que calculée aujourd'hui à travers le PIB et sa croissance et un certain nombre d'enjeux écologiques. Alors, je vais commencer directement avec ce qui fait le cœur de la recherche en économie écologique, je dirais, sur ce sujet-là, qui est: est-ce qu'il est possible de découpler l'augmentation du PIB ou l'augmentation du PIB par tête de ses impacts environnementaux, quels qu'ils soient, soit territoriaux, soit dans d'autres pays, qu'on appelle parfois importés ou sous forme d'empreintes. Est-ce qu'il est possible d'avoir une croissance qui finalement est de moins en moins d'impact, voire plus d'impact? C'est un peu ce qu'on appelle parfois aussi la croissance verte. Donc c'est la grande question du découplage. Alors ce découplage, c'est un peu l'idée qui est représentée à travers ce graphique. C'est l'idée qu'au bout d'un certain temps, les impacts environnementaux dans un premier temps, augmentent moins vite que le PIB, puis dans un second temps, éventuellement, n'augmentent plus, voire décroissent. Donc le premier temps, c'est ce qu'on appelle le découplage relatif, c'est-à-dire qu'on continue à émettre plus de polluants, on continue à mettre plus de gaz à effet de serre, on continue à utiliser, à artificialiser les sols, etc., mais moins vite que ce que le PIB croît. Et le découplage absolu, c'est l'idée que le PIB continue à grandir ou à croître, mais les impacts, eux, diminuent en valeur absolue. Et c'est bien ce qu'on souhaite faire, ce qui est nécessaire, ce que les rapports du GIEC et autres rapports sur les pertes de biodiversité et autres nous enjoignent à faire. Alors, donc l'enjeu de ce siècle, c'est bien, si découplage il y a, d'avoir un découplage très rapide, absolu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire d'avoir un découplage relatif, de dire oui, mais notre PIB est de moins en moins intensif en carbone, de moins en moins intensif en énergie. Ça ne suffit pas pour être en ligne avec les grands objectifs que la communauté internationale s'est donnés, et notamment nos pays dits riches du Nord. Alors le découplage relatif ne sera pas suffisant. Le découplage, même un découplage absolu, mais qui serait à des taux modérés, c'est-à-dire on réussirait à faire quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire depuis des dizaines, voire des centaines d'années, même si on arrivait à découpler ces tendances de manière absolue, mais à un taux trop lent, trop petit, ça ne serait pas suffisant non plus. Donc il faudrait trouver d'autres manières de se sortir de la situation compliquée dans laquelle on est. Et évidemment, plus dans la même période on accroît le PIB rapidement, plus on rend cette problématique du découplage difficile. Parce que plus il va falloir être capable de vite trouver des manières de produire vert, pour le dire vite. D'accord ? Produire sans impact. Bon. Alors, je vais essayer de vous donner un peu une idée de ce que raconte la littérature scientifique récente sur le sujet du découplage. Alors, un premier fait, c'est que du découplage absolu, ça ne se trouve quasiment pas, ou de manière très ponctuelle dans certains pays, mais c'est très rare. Donc c'est un fait que, semble-t-il, l'humanité ne connaît pas encore, mais certains techno-optimistes disent « ça n'est pas un fait du passé, ce sera un fait du futur ». Dans le futur, on va réussir parce qu'on va trouver de meilleures technologies, etc. Donc c'est très rare de trouver des cas de découplage absolu. Donc voilà, si on se fonde sur notre connaissance de l'histoire récente ou même de l'histoire un peu plus ancienne, c'est un peu pessimiste le message que cela fait passer. Et puis, parfois, on a des découplages qui concernent des impacts environnementaux sur nos territoires. On appelle ça des indicateurs territoriaux. Mais lorsqu'on regarde des indicateurs qui tiennent compte des matières ou de l'énergie qui sont nécessaires à l'étranger pour produire ce qu'on consomme, ce qu'on appelle parfois des empreintes, empreintes carbone, empreintes matière, empreintes eau, empreintes biodiversité, il y a toute une série d'empreintes qui sont calculées. Ces empreintes, elles sont beaucoup plus difficiles à découpler. Parfois, on peut trouver un découplage absolu, c'est le cas par exemple des émissions de gaz à effet de serre territoriales en Belgique comme dans beaucoup de pays européens, mais si on regarde en empreintes, là c'est autre chose.
notre consommation continue à induire des impacts ailleurs. D'où l'importance aussi de bien voir de quel indicateur on parle. Alors en haut à gauche, ici, vous avez juste une représentation de ce que signifie le découplage. On voudrait avoir plus de bien-être humain. Pour certains et certaines, ce bien-être humain passe par de la croissance économique, en tout cas un certain niveau d'activité du PIB. Puis ensuite, il y a l'usage des ressources et les impacts que ces usages ont sur la biosphère. Et donc l'idée de découpler, c'est les courbes du haut continuent à monter et les courbes un peu plus en bas vont finir par descendre. Mais malheureusement, ce n'est pas exactement ce qu'on constate. Alors, on a des données du PNUE sur les ressources, juste en quantité, en tonnes de matière que l'on extrait, que l'on utilise chaque année. Et vous voyez qu'ici, il y a un découplage, oui, mais relatif. C'est-à-dire qu'on utilise de moins en moins de matière par unité qu'on produit, de PIB, mais on continue à en utiliser de plus en plus. C'est un peu pareil au niveau global pour les émissions de CO2. On est capable de découpler relativement, mais pas de manière absolue, et la consommation d'énergie, elle continue à augmenter également. Alors, on peut s'amuser à faire tout plein de corrélations entre PIB et ceci, PIB et cela, et généralement, c'est assez corrélé. Alors ici, on a les émissions de CO2 par personne. Donc par personne, c'est quand même important ici de le préciser. Et en abscisse, on a le PIB par personne, per capita. Et il y a une corrélation assez étroite entre le fait d'augmenter son PIB et le fait d'avoir un pays qui a des émissions de CO2 par tête qui sont aussi élevées. Et je crois qu'ici, on ne considère même pas l'empreinte carbone, mais simplement les émissions territoriales. Alors, est-ce qu'on peut découpler la machine économique, l'activité économique de la consommation d'énergie ? Pareil, c'est difficile, il y a des corrélations qui sont aussi très fortes. Alors, ce qu'on ne voit pas forcément bien ici, c'est que ce n'est pas exactement une droite à 45 degrés, c'est-à-dire que ce n'est pas plus 1% égale plus 1%, plus 1% de PIB égale plus 1% de consommation d'énergie, c'est peut-être un peu moins, mais malgré tout, on n'arrive pas à se passer d'énergie pour croître. Alors au niveau de cette fameuse empreinte dont je vous parlais, l'empreinte, notamment ici l'empreinte matière et l'empreinte CO2, le PIB croît depuis ici les années 70, et vous voyez que la material footprint, donc l'empreinte matière, croît quasiment au même taux, à la même vitesse que le PIB. Là, il y a quasiment un couplage parfait. Donc ça, encore difficile, même dans un monde qui se circularise, dont les économies se circularisent, ou peut-être qu'on consomme un peu plus vert, un peu plus responsable, on continue à générer à peu près les mêmes impacts. Alors si on regarde un petit peu au cas par cas, on peut voir des cas avec un certain découplage, parfois qui ressemble à un découplage absolu, comme par exemple ici sur une petite période aux États-Unis ou dans les pays de l'OCDE sur la Domestic Material Consumption. Donc c'est un indicateur de consommation domestique de matière, de manière très générale de matière. On agrège beaucoup de choses, un peu des carottes et des patates, mais malgré tout c'est un indicateur qui a son intérêt. Et bon, il y a certains découplages qui peuvent se produire, mais si on regarde l'empreinte, c'est-à-dire tout ce que notre consommation requiert en amont, en termes d'extraction de ressources, de transformation de ressources, etc., là, il n'y a pas du tout de découplage, en tout cas dans ces pays industrialisés. Bon, j'ai quelques graphiques complémentaires, mais qui traduisent un peu la même idée, que c'est très difficile de trouver des situations de découplage absolu, ou bien ça dure pendant une courte période, dans certains pays, avec un certain indicateur. Voilà. Alors si on regarde l'eau, l'empreinte eau, quelle est la quantité d'eau qu'un bien consommé ici demande, si vous voulez, mais à travers tout le cycle de vie, même si on ne prend pas forcément la fin du cycle de vie, mais en tout cas l'amont du cycle de vie du bien que l'on consomme, et cette empreinte eau, vous voyez qu'elle est assez bien corrélée au PIB. Ici, c'est le PIB en parité de pouvoir d'achat. Voilà, donc on peut trouver des solutions pour
adoucir la contrainte en eau, on peut essayer de réorganiser les productions, on peut essayer de consommer des biens qui peut-être demandent un peu moins d'eau, mais c'est quand même très très difficile de casser cette relation qui a l'air assez forte. Alors très très récemment, en 2020 ou 2021, des articles qui essaient de faire le point sur cette grande question du découplage, de dire où est-ce qu'on en est, parce qu'il y a quand même, il faut le dire, beaucoup de personnes, essentiellement des économistes, qui y croient. Alors, qui pensent que c'est à la fois ce qu'il y a de plus désirable, parce que c'est un peu avoir le beurre et l'argent du beurre. On n'a pas le choix. Alors, quand je dis on n'a pas le choix, je vais juste sauter rapidement ici. Cet article ici à gauche, c'est le produit d'économistes qui essaie de montrer qu'on peut le faire. Alors, ils utilisent ce qu'on appelle une équation de Kaya, qui sera présentée par Brent un peu plus tard. Donc, ils décomposent un peu la croissance des émissions de CO2, et ils aboutissent à la conclusion que, de fait, découpler le PIB des émissions de CO2 est quelque chose d'absolument majeur, extrêmement difficile. Ils le reconnaissent eux-mêmes, mais ils disent, si c'est ça ou la décroissance, on préfère quand même croire à ça. Et donc, il faut quand même parier là-dessus. Et alors, c'est la conclusion de leur papier. C'est de dire, certes, ça va demander des miracles technologiques que d'avoir ce découplage, mais en gros, on n'a pas le choix. Bon, tout le monde ne dit pas forcément on n'a pas le choix. Les auteurs ici à droite, qui sont plutôt du camp de ce qu'on appelle l'économie écologique, qui est une approche de l'économie et de ses liens à l'environnement qui est un peu plus, je dirais, radicale. Enfin, en tout cas, Brent aura l'occasion d'en toucher un mot. D'autres disent, manifestement, ça demande des miracles technologiques. On n'est pas en situation de faire ce pari. C'est trop risqué comme pari. On n'a pas forcément envie de faire le pari qu'un miracle technologique va descendre du ciel. Donc il faut trouver d'autres manières de s'organiser et peut-être réduire un tout petit peu nos ambitions en termes de croissance économique. Voilà. Et puis pour revenir un tout petit instant juste avant, ici, la conclusion qui est donnée dans ce papier, un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'à moins de quelques exceptions historiques très rares et très ponctuelles, du découplage absolu, ça n'existe pas, et a fortiori, ça n'existe pas au taux auquel on les attend. D'accord ? Donc des taux de, je ne sais plus combien, 8% de découplage absolu, ça ne s'est jamais vu, et bon, voilà, c'est faire un pari immense que de penser qu'on les verra. Alors maintenant, je vais aborder quelques éléments un peu plus qualitatifs sur ce lien entre croissance économique et ses impacts environnementaux, qui, selon moi, contribuent à expliquer que c'est si difficile de découpler, je dirais, de manière assez profonde. Alors il y a un premier effet qui est l'effet rebond. Alors l'effet rebond, il est assez bien documenté, assez bien connu en économie de l'environnement, en économie écologique et peut-être aussi dans d'autres disciplines. C'est l'idée que lorsqu'on fait une amélioration, lorsqu'on procède à une amélioration, par exemple, technique, notamment une amélioration de l'efficacité énergétique d'un processus, d'un objet, etc., on va épargner, en tout cas on va économiser une certaine quantité d'énergie qui va être utile éventuellement pour consommer plus de ce qu'on consommait. On va aussi épargner du revenu. Si par exemple on a, je ne sais pas moi, des voitures qui ont des moteurs qui consomment moins, on va épargner du revenu qu'on va quand même consommer. Et donc les effets rebonds, c'est quelle est la part de ce que l'on économise, qu'ensuite on remet dans la machine pour créer de l'impact, des impacts environnementaux. Et alors, ce qui est un peu ennuyeux, c'est qu'on a des effets rebonds à la fois de l'efficacité, ça c'est très bien documenté, donc on utilise, je ne sais pas, par exemple, dans l'éclairage, on utilise différentes formes d'éclairage avec des ampoules qui sont plus efficientes, qui consomment moins d'électricité, mais on a tendance un peu plus éclairée. Et donc, il y a des effets rebonds dans l'éclairage qui sont assez importants. Des effets rebonds aussi dans la consommation d'énergie, résidentielle aussi, qui sont bien documentés. On a tendance à un petit peu augmenter la température si on a une énergie moins chère ou si on a une maison un peu mieux isolée, etc. Et donc ça, c'est des effets rebonds qui font qu'au final, on peut se retrouver avec encore plus d'impact. Et tout ça parce que quoi ? Parce que notamment, on a épargné, et cette épargne, on la réinjecte. Et puis, il y a aussi des effets rebonds de la sobriété, sufficiency ici,
Et donc c'est le fait de dire, de manière volontaire, je réduis telle consommation, je suis sobre dans mon usage de ma voiture individuelle, je suis sobre dans la manière de me chauffer, etc. Et c'est aussi documenté qu'on a des effets rebonds de la sobriété. Donc ça fait des enjeux importants à prendre à bras-le-corps. Il y a un autre problème qui est le problème des transferts d'impact. Alors ça, c'est lié au fait que la croissance nous apporte des progrès technologiques ou techniques. Une partie de ces progrès techniques, ça nous permet d'améliorer les impacts de la production d'un bien, mais souvent sur un niveau ou une étape du cycle de vie. Or, un bien, il a tout un cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa mise au rebut, éventuellement en décharge. Il y a tout un ensemble d'étapes. Et souvent, quand on optimise l'impact environnemental sur une étape, on a tendance à le reporter ailleurs. Et il se trouve qu'on les reporte souvent là où la capacité à se mobiliser, à se rebeller, etc., est un peu moins grande, en tout cas est un peu moins directement ressentie par les entreprises qui s'y prêtent, et c'est souvent dans des pays dits en développement. Et donc on a tendance à faire des transferts d'impact. On réduit les impacts ici. Typiquement en voiture électrique, on va réduire ce qu'on appelle les émissions tailpipe, je crois, enfin les émissions en ville, mais il y aura bien des émissions ailleurs. La question, c'est où seront-elles ? Pas que des émissions, mais aussi d'autres impacts avec les métaux, etc. Alors c'est un peu lié ça à ce qu'on appelle les fuites de carbone, leakage, ou alors les délocalisations d'impact. Et puis j'ai un dernier point sur finalement qu'est-ce qu'on veut découpler. Alors l'effet rebond, c'est assez intuitif, l'effet rebond, c'est le fait que, comme je l'expliquais, oui, on a des voitures qui sont avec des moteurs qui sont plus efficaces, qui sont plus capables de transformer une certaine forme d'énergie en de l'énergie motrice, et donc ça permet de faire une certaine forme d'économie, mais on le transforme en des voitures plus grandes, plus puissantes, dans lesquelles moins de personnes sont transportées en moyenne, sur de plus grandes distances, etc., etc. Et puis, on peut aussi faire des économies sur ces factures d'énergie qu'on peut réutiliser pour faire un city trip en plus, etc. Donc ça, ces effets rebonds, ils sont multiples, ils sont parfois très importants. Certains papiers documentent des effets rebonds à plus de 100%. Donc, au lieu de s'en sortir avec, on a réduit nos impacts environnementaux, mais pas d'autant qu'on pensait, et finalement, on a plus eu d'impact après coup qu'avant l'introduction d'une amélioration en termes d'efficience ou d'efficacité énergétique. Donc ça pose un vrai problème. Comment est-ce qu'on traite ça dans une économie en croissance? Comment on traite ces effets rebonds? Est-ce qu'il ne faut pas, d'une certaine manière, réintroduire l'idée de limite, mais en valeur absolue, quoi? Alors comment est-ce qu'on introduit ces limites en valeur absolue qui rendent impossible le rebond? Les économistes, je dirais standards, tentent à proposer la taxation comme manière de limiter les effets rebonds. Donc taxer les impacts, taxer ce qu'on appelle les externalités, et comme ça, les gens ils ne se retrouvent pas avec du revenu épargné à reconsommer dans autre chose. Voilà. Donc ça va à l'État, le produit de la taxe va à l'État peut investir dans du vert. C'est souvent ce que proposent les économistes pour dire, oui, on connaît ce problème de l'effet rebond, on va les taxer, puis ça va résoudre les problèmes. Je ne suis pas certain que ça soit exactement ce qu'il faille, ou en tout cas que ce soit suffisant, mais... Et alors, je vous parlais d'effets rebonds de la sobriété. Parce qu'on peut se dire, la sobriété, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de nécessaire. Je crois qu'il y aura des intervenantes qui vont en parler aujourd'hui. C'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans même le rapport du GIEC, le dernier, en parle abondamment. Il y a beaucoup de travaux sur la sobriété. Mais la sobriété a aussi ses effets rebonds. Vous voyez que là, on a même des effets rebonds qui sont à 200% pour la consommation. J'imagine que c'est le fait de consommer moins carné. On peut avoir des effets rebonds à ça, consommation d'énergie, etc. Alors le deuxième point que je soulevais tout à l'heure, c'était les transferts d'impact. Le fait que lorsqu'on s'améliore sur, par exemple, les impacts au niveau de l'étape fabrication, on peut transférer les impacts ailleurs, par exemple, lors de l'extraction de matières premières. Donc j'imagine que, je ne suis pas un grand technicien, donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup sur la voiture électrique, mais j'imagine qu'on pourrait en dire sur la voiture électrique par rapport à ces transferts d'impact. Puis qu'est-ce qu'on fait en fin de vie aussi? Est-ce qu'on a les filières pour recycler, réutiliser toutes
toutes ces matières qui sont incorporées. Peut-être que la miniaturisation des objets, notamment de l'IT, fait que ils vont consommer peut-être un peu moins d'électricité. Mais alors, qui dit miniaturisation peut dire aussi des alliages de métaux un peu plus compliqués ensuite à recycler. Donc, il y a souvent ces problèmes de déplacement d'impact qui sont rendus d'autant plus importants qu'on est dans une économie en croissance. Et puis la question de ce qu'on appelle parfois les fuites, notamment les fuites de carbone, mais pas que de carbone finalement. Si on regarde finalement les impacts, les pays dits riches, les pressions écologiques, elles sont toujours plus importantes quand on les calcule en empreinte. C'est-à-dire quand on tient compte de ce qui vient de pays étrangers. Et donc, tous les débats sur le découplage, finalement, et la vision optimiste de ça tend à tomber lorsqu'on regarde ces indicateurs en empreinte. Et donc, dans une certaine mesure, une grande partie des pollutions ont été envoyées à l'étranger. Alors, le ont été envoyés à l'étranger, ce n'est pas forcément exactement comme ça que ça se passe. C'est un peu plus compliqué. C'est difficile d'identifier le transfert d'une unité industrielle polluante d'un pays à un autre. C'est pour ça que pendant longtemps, la littérature économique sur la délocalisation pour des raisons environnementales a été non concluante. C'est très difficile à prouver. Même des travaux très récents disaient non, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on observe. Les entreprises sont beaucoup plus sensibles à autre chose que les régulations environnementales, plutôt le coût du travail, plutôt la qualité des institutions, etc. Mais j'ai quand même trouvé un rapport encore plus récent qui dit en fait oui, si on a d'autres données, qu'on regarde des multinationales et qu'on est capable de bien suivre toutes les filières des multinationales, alors voilà. Alors on observe, oui, du transfert d'impact à l'étranger. Ici à gauche, vous avez vous voyez des données sur les émissions, je pense que c'est des émissions de dioxyde de carbone. Et puis, donc vous voyez que les émissions envoyées à l'étranger, donc la courbe verte en haut et puis rouge en bas, ont tendance à monter, tandis que les émissions dans le périmètre national de ces entreprises multinationales qui sont ici étudiées ont tendance à stagner. Donc voilà, ça commence à être documenté. Oui, il y a des fuites, où il y a des transferts à l'étranger d'émissions. Bon, je ne sais pas trop où j'en suis au niveau du temps. 50, ça fait 20 minutes. Donc je ne vais pas tarder à passer la parole. Simplement pour dire qu'en économie écologique, il y a tout un volet assez intéressant qui travaille sur l'échange écologique inégal. Donc il réactualise un peu des thèses qui datent des années 60 ou 70 sur l'échange inégal. Donc le fait que les pays du Sud, finalement, exportent des matières premières qui sont à bas prix et puis ont tendance à importer soit des biens manufacturés, soit des services à prix plus élevés, et que c'est un échange inégal. Et alors il y a des économistes écologiques qui regardent la même chose, mais du point de vue à la fois social et écologique. C'est-à-dire quel est le contenu en matière, quel est le contenu en sol utilisé, quel est le contenu en travail humain dans les biens exportés dans les pays du Nord, et puis dans les biens exportés dans les pays du Sud. Donc si on regarde, si on oublie un tout petit peu les dollars ou les euros, et qu'on regarde plutôt la matérialité des échanges, on peut mettre en évidence des échanges écologiques complètement inégaux. Alors ça ne se voit pas forcément de manière très claire ici, mais les pays du Nord, en gros, importent des quantités très très grandes de matière. Alors, pas forcément directement, mais si vous travaillez sur des empreintes, de manière indirecte, la quantité de matière qui est importée dans les biens importés est beaucoup plus grande que la quantité de matière exportée. De la même manière, la quantité de travail humain nécessaire aux biens qui ont été importés est beaucoup plus grande que la quantité de travail humain exporté, etc., etc. Bon, on peut toujours dire, oui, mais est-ce que c'est le même travail humain, de la même qualité, etc. Et puis est-ce que c'est les mêmes impacts? Bon, même si on peut discuter ça, les faits quand même sont là. Il y a de l'échange écologique inégal assez massif. Et vous voyez qu'on peut suivre les flux des pays qui exportent vers les pays qui importent. Et finalement, ce qu'on voit globalement, c'est qu'il y a beaucoup de flux qui partent des pays du Sud, qui vont vers les pays du Nord. Et puis, il y a beaucoup de flux qui... Enfin, en gros, il y a peu de flux qui partent des pays du Nord pour aller vers les pays du Sud, quoi. Et des auteurs
propose de monétiser ça, voilà, pour calculer par exemple une dette écologique et pour soutenir l'idée que finalement l'aide au développement, c'est quoi par rapport à cette dette écologique qu'on doit. Il y a une évaluation très récente qui dit que ce sera à peu près 25% du PIB des pays du Nord. Voilà. Donc un quart qui serait de l'échange écologique inégal. Et si on voulait avoir des relations économiques justes avec les pays du Sud, il faudrait adopter ce facteur équilibrant de 25%. Donc ça réduirait d'une certaine manière le bien-être matériel ici de 25%, et ça l'augmenterait probablement dans les pays du Sud. Voilà. Et puis bon, pour terminer, est-ce que finalement ce qu'on cherche, c'est découpler la croissance économique calculée par le PIB de l'usage de matière ou l'usage d'eau ou autre, ou est-ce qu'on cherche à découpler plutôt le bien-être humain, qu'il soit calculé de manière subjective ou objective, des impacts in fine que la consommation a. Et il y a des travaux qui remontent quand même aux fin des années 80 sur quelle est la quantité de matière, d'énergie dont on a besoin juste pour vivre bien, pour vivre de manière digne avec un certain niveau de vie. Et là, il y a quand même la démonstration qu'on peut découpler dans une certaine mesure. On est capable de découpler le fait d'être, je ne dirais pas heureux, mais en tout cas de mener une vie bonne et d'avoir moins de consommation d'énergie, de matière, etc. Donc des travaux de Julia Steinberger et d'autres, des énergéticiens des années 80 qui montraient de combien on a besoin d'énergie pour vivre bien. Et donc ça, c'est une forme de recherche en économie écologique qui est assez importante et qui se développe pas mal aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est sur la même idée qu'on peut augmenter le bien-être tout en réduisant le CO2. Donc on ne peut pas forcément faire ça pour le PIB, mais on peut peut-être le faire pour le bien-être. Voilà, et je crois que c'est là que je laisse la parole à Brent. Goedemorgen ook van mijn kant. Bedankt Filip voor de eerste uiteenzetting die zeer interessant was en waar ik een aantal elementen aan ga toevoegen. Dus ik ga het hebben over ecologische economie, de stroming binnen het economisch denken, en over grenzen aan de groei die vooral uit die stroming binnen het economisch denken naar voren komen. Dus ik ga starten eigenlijk met een figuur die hopelijk iedereen wel kent, de Safe Operating Space for Humanity van Rockström en Steffen, die eigenlijk toont dat die ontkoppeling die niet plaatsvindt of te traag plaatsvindt of enkel in relatieve termen plaatsvindt, dat de impact daarvan zeer groot is. En dat is een snapshot eigenlijk van de ecosystemen vandaag, een aantal diensten die zij leveren, gemaakt door natuurwetenschappers, waar ze aanduiden wat een veilige grens zou zijn, dat is die groene binnenste cirkel. En dan een evaluatie van de verschillende systemen waar ze zich vandaag bevinden volgens de natuurwetenschappers. En dan zie je heel sterk de impact van een overshoot. Je hebt hier een stukje klimaatverandering linksbovenaan. Maar je hebt heel wat andere problemen die naar voren komen als je die figuur bekijkt. Biodiversiteitsverlies was ook al aangehaald. Een verstoren van de biogeochemische stromen, fosfor en nitraat en de manier waarop we landbouwgrond gebruiken vooral. Maar je hebt ook, en dat is interessant, dit jaar, sinds begin 2022, heb je 2 nieuwe die gekwantificeerd zijn. Je hebt links onderaan de novel entities, dat zijn dan de forever chemicals of de PFOS, PFAS, waar je ook heel wat overshoot hebt. En je hebt dan ook Greenwater, die enkele weken geleden in een nieuwe publicatie is toegevoegd en waar we ook buiten die veilige grenzen gaan. Het is eigenlijk een startpunt van de milieu-impacts van vandaag. En de vraag die ik ga naar voren brengen is: hoe kijken we daar als economen naar? En hoe kijken we als economen naar die linken tussen de economie en de natuurlijke omgeving? Ik ga het iets breder maken dan Filip daarnet gedaan heeft in de eerste presentatie. Standaard kunnen we zeggen dat voor economen die milieuproblemen weinig centraal staan in de opleiding. Of ook in de economische theorie. Heel wat van de studenten aan onze faculteit hebben een beperkt aantal vakken economische theorie en daar zit heel weinig aandacht in voor natuurproblemen. De studenten EW, economische wetenschappen, dus dat is een groep van minder dan 10% van de totale bevolking aan onze faculteit, krijgt milieueconomie in het 3e jaar, waarin ze zien, zoals Filip ook al zei, van milieuproblemen zorgen voor een marktfaling. Er zijn externe kosten die niet worden geïnternaliseerd door de agenten in de markt en we moeten dat oplossen voornamelijk door taxatie. En dat is standaard het element dat wordt meegenomen
in milieueconomie. En dus die milieueconomie is een vak dat maar een beperkt aantal studenten aan de faculteit economie heeft. En wat kunnen we dan nadenken, was de reden daarvoor? Of ook, wat is het gevolg ervan? Want het is een beetje kip of het ei-probleem. Economen zijn gewoon heel weinig vertrouwd met die milieuproblemen. Dat is een van de belangrijkste elementen. Als je van iets weinig vertrouwd bent, kan je het moeilijk over dosseren. Als je er minder over doseert, dan breng je het niet over op volgende studenten enzovoort. Dus je zit in een soort van cyclus die moeilijker te doorbreken is. Bijvoorbeeld die snapshot van daarnet. Ik betwijfel hoeveel van onze studenten die gezien hebben in onze opleiding. Een ander element dat al is aangehaald is dat er heel wat techno-optimisme is. Wij geloven dat de knappe koppen aan de ingenieurswetenschappenfaculteiten technologie zullen ontwikkelen, wij als economen moet ik dan zeggen, die technologie zullen ontwikkelen die ons wel zullen redden. En omgekeerd aan die faculteiten denken ze dat als ze de technologie zouden vinden, dat de collega's aan de faculteit economie subsidiemechanismen zouden vinden of manieren zouden vinden om op te schalen. En het is een beetje heen en weer gekijk, maar vooral er wordt niet echt gesproken over die milieuproblemen. En dat is iets wat een ecologisch-econoom als Herman Daly aanduidt als de theorie van de economie is heel sterk ontwikkeld in een empty world. Jaren 50, jaren 60 van de vorige eeuw, waar heel weinig kennis was van milieuproblemen of waar de grenzen van de natuurlijke omgeving ver af waren of leken te zijn. En als gevolg daarvan in een cursus macro-economie heb je heel veel focus op economische groei. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een economie groeit, dat het bbp per capita groeit, zonder dat er aandacht is voor milieu-impact? Eigenlijk heel kort, je hebt niks over klimaatverandering en als het gaat over een productiefunctie in je economie, heb je eigenlijk zelden aandacht voor natuurlijke hulpbronnen. Het gaat vooral over arbeid en het gaat vooral over geproduceerd kapitaal. En we kunnen als economen heel goed zaken produceren zonder dat we grondstoffen hebben, of toch in de standaard productiefunctie die in een inleidende cursus macro aan bod komt. Terwijl het is vrij eenvoudig om dat wel te gaan doen. De iPad-vergelijking is een heel eenvoudige manier om die milieu-impact te gaan incorporeren. De iPad-vergelijking die stelt I is P maal A maal T, dus een milieu-impact I wordt veroorzaakt door P bevolking, A rijkdom of affluence en T technologie. En dus bevolking en affluence die zorgen voor een toegenomen milieu-impact en technologie als het gaat over intensiteiten die gaat dalen en gaat dus de toenemende impact van een stijgend P maal A afremmen. En op die manier kan je een vrij eenvoudige decompositie maken van de drijvende factoren van een milieuprobleem. Het is vrij kort door de bocht misschien, maar het geeft een aantal insteken. En het zegt straks heel mooi sufficiency uit ten opzichte van technologie. Als we gaan kijken in het stukje iPad-vergelijking rond CO2-uitstoot, dan komen we uit bij de Kaya-identiteit. En die stelt dus dat de totale hoeveelheid CO2-uitstoot mondiaal het product is van aantal mensen op de planeet, bevolking, maal GDP per capita, onze rijkdom, maal 2 technologiefactoren. Enerzijds energieintensiteit van onze productie, energy op GDP, en anderzijds CO2-intensiteit van onze energieopwekking, carbon dioxide emissions op energy. En dan zie je dat je verschillende krachten hebt die spelen op die totale CO2-uitstoot. Op de volgende figuur zien we dat in het rood, de tweede van boven, GDP per capita sinds 1960 heel sterk is gestegen met ongeveer 150% globaal. We zien ook dat de bevolking zeer sterk is gestegen. Dat is de paarse lijn die de derde van boven staat, weergegeven rechts. En dus je hebt P maal A die enorm sterk gestegen is sinds 1965. En tegelijkertijd is ook de koolstofintensiteit en de energieintensiteit afgenomen. Energieintensiteit meer dan koolstofintensiteit, maar de 2 intensiteiten zijn afgenomen. Maar veel minder dan P maal A gestegen is. En dat maakt finaal dat helemaal bovenaan CO2-uitstoot als I, als milieu-impact, zeer sterk is toegenomen. En het is hierbij belangrijk om op te merken, eigenlijk aansluitend op het verhaal van Philippe, dat als P maal A stijgt, de uitdaging voor technologie om het milieuprobleem op te lossen net veel groter wordt. En dus bij toenemende bbp, toenemend niveau van productie, heb je een grotere uitdaging, moet technologie sneller vooruit gaan om het milieuprobleem op te lossen. Dat is heel eenvoudig. Als je 2% economische groei hebt, 1% bevolkingstoename, dat is 3% toename langs die kant van CO2-emissies. En dan heb je dus technologie nodig die, als we naar 8% emissiereducties moeten gaan, een heel stuk
een heel stukje grotere opdracht heeft. Als we dan gaan kijken naar is er binnen die economische theorie echt niks anders te vertellen, dan is het antwoord ja. En hier ga ik het hebben over ecologische economie. Een andere kijk op de nexus tussen economie en milieu en eigenlijk ook society. En het hele basisidee is super eenvoudig. Het kijkt naar een economie die ingebed is in een groter ecosysteem. En met die bril op kijken we naar economische agenten en economische transacties. En dus eigenlijk een oproep om te kijken naar elke agent, elk individu, als je consumeert, of een bedrijf dat produceert, dat is niet enkel een economische agent, maar ook een ecologische agent. En elke transactie die je doet, is niet een uitwisseling van geld, maar ook een uitwisseling van materiaal en van energie. En dat erkennen, dat expliciet erkennen en gaan bestuderen, dat is wat ecologische economie doet. Dus heel wat van het onderzoek dat Philippe geïntroduceerd heeft daarnet, bevindt zich binnen dat domein van ecologische economie. En dat is dezelfde oproep als je het boek Donut Economics kent van Kate Raworth. Dat is heel sterk gebaseerd op inzichten uit ecologische economie. Die theorie is ontwikkeld jaren 70, jaren 80 als een soort van reactie op het feit dat we vandaag in een full world leven. Dat die milieugrenzen dichtbij zijn of dat we ze overschrijden. En dat als economen daar blind voor zijn, dat dat echt geen steek meer houdt. En dus dat is een reactie op die full world. En het heeft een lange traditie, jaren 60, jaren 70, aandacht voor thermodynamica, voor het bestuderen van ecosystemen in hun totaliteit, waar dat ook tot dan bijna niet gebeurde. En ook het eerste belangrijke werk dat groei in vraag stelt, Limits to Growth, dat dit jaar een 50ste verjaardag viert. Ook daarop wordt er verder gebouwd binnen die stroming ecologische economie. En dus de basisideeën binnen die stroming: 1, je moet een economie zien als een open subsysteem van een groter ecosysteem dat eindig is. 2, dat ecosysteem is gesloten. Voor materialen zeker, voor energie heb je een instroom van zonne-energie en uitstroom van warmte. Dat is de situatie waarin we ons bevinden. Als een economie groeit, doet zij dat door grondstoffen op te nemen, door energie te gebruiken uit de natuurlijke omgeving. En tot slot, in zo'n analyse kunnen we de wetten van de thermodynamica niet gaan negeren. En als je aan een econoom vraagt wat zijn de wetten van de thermodynamica, krijg je zeer zelden een correct antwoord. Maar die gaan respecteren, die centraal stellen in onze analyse, dat is zeer belangrijk om te gaan doen. En dus heel kort voorgesteld, je hebt dat in het groen het ecosysteem dat eindig is, enkel linksbovenaan een instroom van zonne-energie, rechtsonderaan heat, dus warmte verliezen. Een economie dat een deel uitmaakt, een subonderdeel is van die natuurlijke omgeving, die materialen gebruikt, die energie gebruikt, waarvan we een stukje kunnen recycleren, zal vandaag ook nog aan bod komen. Maar dan zien we rechtsonderaan welvaart, die een stuk voortvloeit uit die bruine pijl economische diensten die we ruwweg kunnen voorstellen als het BBP of het BBP per capita. En in het groen heb je ook ecosysteemdiensten. En in deze figuur, je ziet de titel linksbovenaan al, Empty World, is die economie klein, is die bruine pijl relatief klein ten opzichte van de groene, zijn er heel wat ecosysteemdiensten en minder economische diensten. Ik denk dat je al kan raden wat de volgende figuur wordt. Dat is die van een full world, waar die economie enorm gegroeid is. Eigenlijk zou die een overshoot moeten weergeven, dat die buiten bepaalde grenzen van, die ecosysteem, van het grotere ecosysteem gaat. Maar dus een sterk toegenomen omvang van de economie, gemeten via die bruine pijl die belangrijker wordt, maar we hebben daarvoor ecosysteemdiensten opgegeven. En dus straks, binnen enkele slides, ga ik het hebben over een kosten-batenanalyse op macroniveau, waarin je gaat zeggen van oké, die bruine pijl die stijgt, dat is dat BBP, maar tegelijkertijd je geeft daar zaken voor op. En daarvoor moet je corrigeren. Dus ook op macroniveau is een kosten-batenanalyse eigenlijk een nuttige tool in de toolbox van economen. Misschien nog één keer heel duidelijk het verschil uitleggen tussen ecologische economie en meer standaard of neoclassieke economie. Dus de vraag is hetzelfde. Als je aan een econoom vraagt van wat bestudeer je, dan is dat wetenschap van de schaarste. Of de hoofdvraag is how to allocate scarce resources towards different desirable ends. Dus hoe ga je schaarse hulpbronnen toewijzen aan verschillende gewenste doeleinden. En wat we heel vaak aan onze studenten leren is puur dat toewijzen. We gaan het hebben over hoe moet je toewijzen, over die allocatie. Dat moet efficiënt zijn.
Die efficiëntie wordt bereikt door vrije markten. Soms zijn er marktfalingen, dan moet een overheid corrigeren. Maar dus de focus ligt op allocatie, op efficiëntie, op consumenten die hun nut maximaliseren, producenten die winsten maximaliseren, die rationeel zijn, die eigen belang nastreven. Dat is het beeld waarin economische theorie ontwikkeld wordt. Het gaat veel minder over die schaarse grondstoffen, het gaat veel minder over wat gewenst is. En dat laatste is vaak te normatief om over te discussiëren. Dat eerste, daarin zit een milieu-impact zeer zelden vervat. En dat is wat binnen ecologische economie anders wordt gedaan. Daar vertrekt men van wat zijn die schaarse hulpbronnen. Daar vertrekt men van dat plaatje van die safe operating space. Van eindigheid van hulpbronnen, van een klimaatprobleem, van andere milieueffecten. En ook gaat men het meer expliciet hebben over wat is gewenst. En dat zijn vraagstukken waarin interdisciplinariteit enorm belangrijk is. En je moet daar leren van andere domeinen over schaarste, over wenselijkheid. En dus zowel exacte als sociale wetenschappen. En die interactie is heel belangrijk. En voor ecologische economen ga je dan eerst een duurzame schaal nastreven. Dat is het allerbelangrijkste. Dat je binnen die grenzen gaat, binnen die safe operating space blijft. Dat je dan gaat nadenken over verdelingsproblemen, meer expliciet dan in standaardtheorie waar je dat ex post gaat aanpakken. En dat je ook naar een efficiënte allocatie gaat kijken, maar dat je daarbij de rol van de vrije markt gaat in vraag stellen. Waar is een vrije markt nodig? Waar is dat moeilijk? En is er een andere vorm nodig om behoeftes te bevredigen? Maar het gaat ook veel explicieter over het normatieve binnen de economie. Als we dan kijken naar grenzen aan de groei, kunnen we op basis van die twee eenvoudige figuren van daarnet, het is zeer simplistisch voorgesteld, maar gaan zeggen we moeten eigenlijk die groene en die bruine pijl samen bestuderen. We moeten die afruil, die groei van de economie ten koste van ecosysteemdiensten die we opgeven, moeten we afruilen ten opzichte van elkaar. En we hebben dus ook zo'n macro-economische kosten-batenanalyse nodig. Het BBP, heel vaak is een quote, dat is een rekenmachine die enkel kan optellen. Alle activiteiten dragen bij tot het BBP en we gaan ervan uit dat ze allemaal gewenst zijn. Er is heel wat kritiek op. Je hebt alternatieve indicatoren, zo'n macro-economische kosten-batenanalyse. Je hebt een alternatieve indicator, de Index of Sustainable Economic Welfare, die gaat proberen die kosten en baten in kaart te brengen om te gaan nadenken over wat is het optimale niveau of de optimale schaal van onze economie. Maar wat daarbij het belangrijkste is, dat als je die kosten en baten afruilt ten opzichte van elkaar en je economie is zo groot dat de bijkomende baten kleiner worden dan de bijkomende kosten, dan heb je eigenlijk geen economische groei, maar dan spreek je beter van oneconomische groei. Een concept binnen Ecological Economics van Herman Daly, uneconomic growth. En dan is het absurd voor een econoom om die groei te blijven nastreven. En dat is het basisidee of een van de basisideeën rond optimale fysieke schaal van een economie binnen ecologische economie. Een figuur om dat kort te illustreren, heel basis. Dus je hebt hier op de x-as een economie die groeit, die in fysieke omvang groeit. Je gaat meer consumeren en produceren. Dat heeft dalend marginaal nut, dus die marginal utility curve die dalend is, die geeft de baten weer van extra consumptie. En voor een econoom is dat vrij standaard om te veronderstellen dat dat dalend marginaal nut is. En je eerste broek is belangrijker dan je 17e broek, bij wijze van spreken. En dan heb je ook een stijgende curve, marginal disutility, het marginale onnut, die aantoont dat je ecosysteemdiensten opgeeft en dat dat opgeven meer en meer kosten met zich meebrengt. Dus in de marge wordt het opgeven van bijkomende ecosysteemdiensten duurder of heeft dat een hogere kost. En dan staan er op de figuur 3 bolletjes aangeduid, 3 grenzen aan de groei. Helemaal rechts heb je de futility limit. Dat je nut negatief wordt, dat je zoveel groei hebt dat je nut negatief wordt. Daar kan je over discussiëren. Binnen welzijnseconomie is daar bewijs van dat er een optimaal niveau van consumptie ook is. Maar goed, dat is één optie. Je hebt een ecological catastrophe limit, dat de kosten van je milieudegradatie naar oneindig gaan. En dat is uiteraard een andere grens die je moet in het oog houden, die je niet wenst te overschrijden. En dan finaal heb je in het midden die economic limit, waar je eigenlijk op moet gaan richten. Waar je eigenlijk op moet gaan zien van wat is nu die optimale fysieke schaal. En dat is die waarbij in de marge baten en kosten van toenemende activiteiten gelijk zijn aan elkaar.
En dat is een heel andere visie dan klassiek in macro-economie, waar je economische groei niet in vraag stelt, waar je dat als doelstelling voorop plaatst en je gaat bekijken op welke manier je die economie kan laten groeien op lange termijn. En dat is dus een zeer verontrustend idee. We zitten vandaag op het podium 2 ecologische economen. En dat is misschien zeer atypisch, dus voor ons is dat onze literatuur, onze niche. Maar als je kijkt naar faculteiten, vakgroepen, economie, dat is een idee in de marge van het economisch denken. Ja, dus heel vaak die grenzen aan de groei en dat naar voren schuiven. Voor alle niet-economen lijkt dat zeer evident. Ik vind bij heel wat van de studenten ook terug dat zij dat ook een stuk in vraag stellen. Ik vond dat zelf al raar 20 jaar geleden, als ik economie ging studeren, dat daar niet naar milieugrenzen werd gekeken en dat het ontkoppeld werd. En vandaag is dat nog des te absurder. Maar toch, je hebt dat idee van economische groei is belangrijk. Je hebt hier links onderaan het bbp per capita in België, in reële termen, dus in goederentermen, dus geen inflatie. We consumeren 4 keer zoveel dan in 1960. En ook, en dat is dan een krantenartikel, het heeft 8 jaar geduurd na de Global Financial Crisis om ons bbp per capita niveau op eenzelfde niveau te hebben dan in 2008. En dat werd effectief benoemd als dat zijn 8 verloren jaren. 8 jaar dat we geen groei hebben gehad. En je kan ook spreken van 8 gewonnen jaren voor het klimaat, als je terugdenkt aan de iPad-vergelijking. Maar het wordt heel expliciet zo aangehaald, het zijn verloren jaren en ze zijn eindelijk voorbij. En we zien rechts, coronacrisis, worden opnieuw een aantal verloren jaren als het gaat over economische groei. Maar tegelijkertijd zien we een langdurige stagnatie. We zien dat de economische groei afneemt doorheen de tijd. Ik heb hier de blauwe lijn, zijn de jaar-op-jaar variaties, bbp-groei. En in het rood heb je het gemiddelde per decennium. En we zien dat we van 4,8% groei gaan in België in de jaren 60... naar 3,5% in de jaren 70 enzovoort, tot 1,6% in de jaren 2010. Dus heel wat van die economische groei is al verdwenen. En dat is een argument dat je heel vaak hoort, maar we hebben die groei nodig. Terwijl als je hier ziet in vergelijking met de jaren 60, zijn we al 2/3 van die groei kwijt die we toen hadden. Dus nadenken over een economie die niet meer groeit of moet groeien, dat is een natuurlijk proces, als het ware, dat plaatsvindt. Het is niet natuurlijk, maar goed, je ziet de evolutie in de figuur. De grenzen aan de groei, dus je hebt die langdurige stagnatie. Een heel stuk groei is al verdwenen, bij wijze van spreken. Je hebt de milieu-impacts die we net gezien hebben. Dus waarom blijven we naar die economische groei kijken? Waarom streven we daarnaar? Waarom is het zo moeilijk om over sufficiency na te denken? Over de A in de iPad-vergelijking, dat bbp per capita in vraag stellen. Waarom is het zo moeilijk om daarop te ageren? Dat zijn belangrijke vragen om te stellen. Ook om juist te kaderen. Ik heb vanmorgen op de trein naar hier een opiniestuk gelezen in de morgen dat ik nog altijd ergens moet verwerken, een stukje. Die sufficiency of andere benamingen zoals degrowth of donut-economie of postgroei, waar we het straks ook nog over gaan hebben deze namiddag, dat soort elementen, waarom komt dat zo weinig aan bod? Nogmaals, voor elke niet-econoom is dat een logische redenering om te maken. En ook voor heel wat jongeren die milieuproblemen allicht beter kennen dan sommige van hun professoren, is dat ook een belangrijke vraag die ze zich stellen. Een van de redenen is, behalve het techno-optimisme, is misschien dat het een radicale transformatie vereist van onze economie en van onze maatschappij. Het gaat over hoe we grondstoffengebruik gaan beperken. Het gaat over hoe we naar ongelijkheid kijken. Het gaat over minimum- en maximuminkomens of belastingen op vermogens. Hoe krijgen we ongelijkheid onder controle? Want dat is een ander element dat speelt op de achtergrond. Ook geïllustreerd in de presentatie van Philippe, ook tussen Noord en Zuid die ongelijkheid. De rol van markten in vraag stellen. Het idee van we moeten alles privatiseren, openbaar vervoer enzovoort. Dat botst ook op grenzen. Dat leren we aldoende, daar moeten we op een andere manier naar kijken. Een ander voorbeeld, en ik neem aan dat de spreekster deze namiddag over postgrowth het ook zal hebben over een arbeidsduurverkorting als een positief verhaal in het kader van die sufficiency. Maar dat is een element waaruit je ook uit welzijnseconomie, time use studies en andere een aantal positieve zaken uit kan koppelen aan het ontkoppelen van economie, economische activiteit, de groei en onze niveau van subjectief welzijn. Als we dan kijken naar policy vandaag, de Green Deal,
Ik heb het in het groen aangeduid. Transform our way of living and working, of producing and consuming, wordt als een transformatieve agenda naar voren geschoven. En het is ook een belangrijke agenda. Hè. Dus zeker geen... Het is toonaangevend en ik hoop dat heel veel zich realiseert, ook van de Fit for 55 enzovoort. Maar toch, in 2019, december, als het geformuleerd werd, werd het naar voren geschoven als onze nieuwe groeistrategie. En dan ook... Growth that gives back more than it takes away. Als je thermodynamica denkt, dan is dat soort groei wel zeer moeilijk om voor te stellen. Ja, dat is een heel bizarre beeld om uit te dragen. Dat je een economie kan groeien en die geeft meer terug dan ze wegneemt. Maar toch, dat is de manier waarop ze gepresenteerd wordt. Maar nogmaals, het is als milieueconoom ook, ik geef ook een cursus milieueconomie, is dit wel... een zeer goede evolutie. De laatste 10 jaar die cursus geven was vaak eigenlijk zeggen je hebt ETS, maar het werkt niet zo goed. We zijn al 20 jaar aan het pleiten voor green taxation, maar het komt er maar niet van. En nu heb je die Green Deal die daar wel voor een verandering zorgt. Tegelijkertijd is die Green Deal nog altijd zeer growth georiënteerd gepitcht. Je hebt Beyond Growth binnen de OESO, dus een werkgroep binnen OESO. OESO is natuurlijk sterk op groene groei aan het inzetten, maar in de achterkamers heb je een belangrijke groep die werkt rond Beyond Growth en die uit heel wat heterodoxe stromingen binnen de economie andere inzichten haalt om beleidsadvies te gaan formuleren. Dat is onder andere Mazzucato, Skidelski, die binnen die groep bezig zijn. En ook al een aantal keer aangehaald, het 6e assessment report van het IPCC, werkgroep 3, spreekt ook heel veel over transformatie en gaat ook expliciet die sufficiency erkennen als een belangrijke strategie. Het is al aangehaald, heel wat van de ideeën, hoewel voor veel economen vandaag nog altijd moeilijk om te vatten, zitten wel in Working Group Report 3 van het 6e Assessment Report. En wat je ook ziet, dat is van de European Environment Agency, Growth Without Economic Growth, een publicatie net een jaar oud, die effectief ook zegt, erkent als Europees Milieuagentschap, die volledige ontkoppeling may not be possible. Nogal soft omschreven, maar toch heel duidelijk erkenning, may not be possible. En dan expliciet, donut economics, post-growth en degrowth zijn belangrijke alternatieve omschrijvingen van economische groei en die leveren waardevolle inzichten op. En dus erkenning voor dat idee om voorbij groei te kijken en voorbij dat verhaal van techno-optimisme te gaan. En dan related concepts, want heel vaak die degrowth is zo het missile word dat wordt geschreven om echt een heel duidelijk topic te maken, voor economen zeer moeilijk, maar je leest in andere omschrijvingen wel dezelfde ideeën. Dus sufficiency is een meer beleidstoegankelijke benadering allicht van het idee. Of demand-side management is ook nog zo'n mooi woord om het te gaan hebben over minder consumeren. Verder heb je ook nog ecologische macro-economie, dus dat integreren van economie en natuurlijke omgeving in een gezamenlijke studie is iets dat in Limits to Growth in 1972 werd gedaan. Systeemdynamische modellen bouwen waarin die interlinkages tussen milieu en economie meer aan bod komen en waarin ook alternatieve beleidsscenario's worden bestudeerd. En dat is een domein dat nu ontluikend is met een aantal zeer belangrijke bijdragen de laatste 4-5 jaar. Ook om te gaan kijken naar impact van alternatieve beleidsinvullingen. Om te gaan zien van welke alternatieven bestaan er. Want ecologische economie als domein heeft weinig dat macroniveau bestudeerd. En dat is zeer moeilijk om dat met macro-economen te praten als je niet dezelfde taal spreekt, als je niet dezelfde modellen maakt, of gelijkaardige modellen. Want het heeft een heel andere insteek dan de klassieke macro-economische modellen. Maar dit is één studie van D'Alessandro en co-auteurs in Nature Communications over alternatieve beleidsscenario's waarvan er dan getoond wordt dat in een degrowth scenario helemaal rechts je naar een daling van CO2-emissies kan zonder al te hoge werkloosheid, waar het aandeel van inkomens die naar arbeiders gaat toeneemt. En dan heb je enkel rechts onderaan een probleem naar budget deficit toe vanaf 2040. Maar dat soort zaken ontwikkelen zich en kunnen alternatieve inzichten gaan bieden. En ik denk die stroming die wint aan belang
studenten zijn geïnteresseerd om iets over ecologische economie te leren. En ik denk dat de inzichten meer en meer wijdverspreid zullen geraken de volgende jaren ook. Dat was het qua onze presentaties. Hartelijk dank. Oui, voilà. Merci beaucoup Philippe Roman. Donc Philippe Roman, docteur en économie, chargé de cours à l'ICHEC et chargé de cours invité à l'UC Louvain, et Brent Blaise, professeur en économie à l'université de Gand. Merci pour votre exposé co-construit. Je propose de donner la parole à la salle, à l'Assemblée. Est-ce qu'il y aurait des questions de votre part pour approfondir l'un ou l'autre point, demander plus de détails ou des réflexions aussi, pas seulement des questions, mais aussi des réflexions par rapport aux sujets qui ont été abordés. Oui. Il y a des micros dans les sièges, c'est ça? Oui. C'est mieux de passer le micro. Alors je vais vous passer le micro. Voilà, merci pour les exposés. Une petite question plutôt pour Philippe, mais je pense que ça concerne les deux. C'est sur l'effet rebond de la sobriété. Parce que l'effet rebond classique, d'accord, mais si on va vers une certaine sobriété qui est quelque part, je dirais, mise en avant, et qui a également des effets rebonds, on coince. Et je dois avouer que je n'ai pas bien compris cet effet rebond de la sobriété. Et donc j'aimerais en savoir un peu plus, en fait. Je pense que ça marche. Je pense que l'idée, c'est juste que parfois les actions de sobriété sont un peu compartimentées. Et donc un gros effort dans devient végétarien peut être compensé par un peu moins d'efforts sur les voyages, etc. Voilà. Donc c'est juste que cette sobriété n'est pas vécue comme quelque chose de vraiment holistique dans son rapport à la vie, mais voilà. Et donc ça se reporte sur d'autres... Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, j'arrive. Du coup, c'est pas du tout un appel pour dire que la sobriété n'est pas une solution importante. C'est pas du tout ce que je voulais dire, mais simplement que c'est compliqué. Oui, bonjour, merci beaucoup, super présentation. Je crois que c'est Philippe aussi qui a dit taxer les externalités, oui, mais bon. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu plus sur en quoi est-ce que ça coince et quels sont du coup les arguments? Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que j'ai dit ça et pourquoi j'ai dit ça? Pour les effets rebonds, pour réduire les effets rebonds. Ah oui, c'était peut-être à l'occasion justement de ces effets rebonds et dire qu'une solution qui est souvent amenée, c'est de dire il faut en plus taxer. Alors ça, c'est la solution numéro 1 des économistes de l'environnement, c'est de dire la solution au changement climatique, c'est taxer en gros les émissions de gaz à effet de serre au niveau des impacts que ces émissions à effet de serre produisent. Donc ça suppose quand même qu'on est capable de mesurer les impacts en valeur monétaire de ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc dans l'idée même d'internaliser l'externalité, et c'est ce qui peut me mettre un peu mal à l'aise, il y a cette capacité à en gros prévoir un petit peu les impacts futurs, les quantifier en valeur physique, hein. Il va y avoir des destructions d'infrastructures, de maisons, des traits de côte qui vont reculer, etc. Les transformer en valeur monétaire et les ramener à travers des calculs intertemporels, etc. Et les ramener aujourd'hui à une valeur présente, à des dollars, etc. Alors, voilà, l'un des économistes les plus en vue actuellement sur le sujet, qui s'appelle Christian Gaulier, prône un prix unique du carbone aujourd'hui à 150 € la tonne. Alors d'un côté, c'est super radical, c'est très fort. Hein. Personne, même la Suède, n'a pas 150 € la tonne de CO2. Enfin, je ne sais plus si c'est dollars ou euros. Mais... Et à la fois, c'est peut-être un peu réducteur, c'est faire l'hypothèse qu'on est capable de calculer ce que je disais tout à l'heure, les impacts sur les gens du futur. Donc s'il y a des morts dans le futur, ça vaut combien aujourd'hui, etc. C'est quand même un peu méthodologiquement sensible. Et par ailleurs, c'est faire quand même l'hypothèse que, d'une certaine manière, il suffit d'envoyer un signal prix aux gens, à travers une taxe, pour qu'ils aient la bonne réaction
et qu'ils désinvestissent dans ce qui apporte de l'impact environnemental et qu'ils fassent les bons choix de consommation. Or, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travaux en sociologie, socio-économie, etc., qui montrent que c'est un peu plus compliqué que ça. Les signaux prix ne sont pas reçus directement, les gens ne changent pas si facilement. Il faut qu'il y ait une offre qui soit en face de la demande, c'est-à-dire qu'on a beau avoir une forte contrainte de prix, si on n'a pas l'alternative facile, soit vélo, train, transport en commun pour la mobilité ou manger autrement pour l'alimentation ou autre, c'est difficile de changer. Donc voilà, c'est juste ma petite crainte vis-à-vis de l'approche standard, internaliser l'externalité, qui n'est pas forcément à rejeter à 100%. Enfin, ce qui n'est pas à rejeter à 100%, c'est l'idée éventuellement de taxer avec de la redistribution, etc. Pourquoi pas. Mais de mettre l'externalité comme concept cœur, ça m'ennuie un peu plus. Oui, allez-y. Ja, als ik ook even kan reageren. Ik denk wel dat het gegeven van groene heffingen een belangrijk gegeven is. Het lijkt mij, ook binnen ecologische economie is green taxation een heel belangrijk voorstel, samen met cap and trade, om binnen de milieugrenzen te gaan. Het is uiteraard zo dat we, denk ik, een prijs zeer moeilijk kunnen inschatten en dat een prijs op zich onvoldoende zal zijn. Het gaat over een heel groot en-verhaal en green taxation zal een onderdeel zijn, net zoals het verhogen van het aanbod van alternatieve mobiliteit of alternatieven om met inelastische vraag om te gaan, bijvoorbeeld. Maar het is een belangrijk gegeven en ik denk dat met de huidige ETS-prijzen en de nieuwe ETS voor Buildings and Road Transportation, dat er wel stappen in een richting worden gezet die naar milieugrenzen gaan. Maar nogmaals, het is een en-verhaal en dat wil ik ook nog eens benadrukken, dat heel het ecologisch-economische of het degrowth-verhaal, dat is zeker niet anti-technologie. En dat is eerder zeggen van die technologie gaat op grenzen botsen en we moeten meer doen. Hetzelfde als die prijsverhogingen via groene heffingen zullen belangrijk zijn, maar we gaan ons allicht niet naar koolstofneutraliteit in 2050 prijzen. We gaan ons daar zeker ook niet naartoe nudgen. Maar we gaan een reeks van instrumenten nodig hebben. Merci. Il y avait d'autres questions. Oui. Ok, oui. Il paraît que ça marche pas si bien. Mais... Oui, merci pour ces deux très brillants exposés. Je donne moi-même cours au SPF Économie en essayant de faire en sorte que les jeunes qui arrivent au SPF Économie soient formés à l'économie durable et au développement durable. Donc, vos deux exposés sont évidemment extrêmement importants et intéressants. Juste une remarque pour M. Philippe Roman. Quand il aborde la question des véhicules électriques, je me demande s'il a connaissance des analyses de cycle de vie qui ont été faites en comparaison entre les véhicules électriques, qui demandent finalement très peu de matière, c'est ce que Transport and Environment, par exemple, nous dit, et les véhicules à carburant qui, eux, utilisent pour, par exemple, les catalyseurs, énormément de métaux extrêmement rares et précieux, et que, évidemment, les véhicules électriques ont une durée de vie 2 fois plus longue, ont aussi une capacité avec les batteries de pouvoir être recyclées dans une dizaine d'années, pouvoir être réutilisées en batteries en série, par exemple, dans des nouvelles usines, comme Umicore et Engie tentent de le faire actuellement. Et donc, ma question, c'est plutôt, est-ce qu'on ne doit pas faire très attention à jeter parfois certains discrédits, je ne dis pas que vous l'avez fait, mais qui pourrait être à la limite de jeter un discrédit sur une nouvelle technologie qui apporte des avantages, mais certes uniquement par rapport au carburant classique, et bien sûr n'apporte pas une réponse totale sur la mobilité durable, puisqu'il faut mieux privilégier évidemment ce qui consomme le moins d'énergie et qui émet le moins de CO2. Oui, voilà, une fois de plus, sans être un expert du sujet, j'ai lu un peu les travaux de Carbone 4, donc comment dire, une entreprise qui produit beaucoup de connaissances en impact carbone en France, et de fait, après avoir fait tous les calculs, etc., il dit que c'est quand même plus avantageux la voiture électrique que la voiture à moteur thermique, sous plein d'angles, même financiers. Si on prend sur 30 ans, c'est aussi plus avantageux, etc. Voilà. Bon, après, c'est plutôt l'idée tout remplacer le parc actuel à taille donnée, à ampleur donnée, etc., qui peut être un peu plus problématique. Donc, à mon avis, il faut faire rentrer la problématique de la sobriété, de multimodalité, des usages, etc., mais ce n'était pas pour lancer le discrédit spécifiquement sur cette technologie-là en particulier.
Goeiedag. Van mij ook bedankt voor de 2 heel interessante presentaties. Ik had een vraag voor Brent. Je sprak over de European Green Deal en dat die ook voor groene groei gaat. Natuurlijk, we zijn het er ook over eens dat dat op zich een belangrijke stap vooruit is. Maar wat zijn volgens u specifieke maatregelen binnen de Green Deal die eigenlijk nog botsen op het probleem van die groene groei die jullie alle 2 eigenlijk heel goed ontleed hebben? Iets van onze kant, wij werken bij Fairfin, wat wij zien is dat er heel veel, er wordt dat bedrag van 1000 miljard euro investeringen naar voren geschoven, maar eigenlijk is dat voor een heel groot deel geld dat uit de privésector moet komen, terwijl we weten dat een groot deel van die investeringen, zeker op de korte termijn van de rendementsverwachtingen die de markt wil, dat dat niet haalbaar is. Dat je daar eigenlijk met een probleem zit van hoe kun je die 2 werelden matchen. Maar ik vroeg me af of er andere specifieke domeinen zijn, of dat je het misschien eens of niet eens bent met die observatie. Ja, ik denk dat het Sustainable Finance programma daar stappen probeert te zetten. Over tempo denk ik dat we allebei niet het meest tevreden zijn. Maar dus dat een belangrijk element is om het probleem dat je aanhaalt te bespreken. Verder denk ik wel dat meer emissies in een cap-and-trade systeem zetten, zoals met de Buildings and Road Transportation ETS zal gebeuren, in combinatie met een Climate and Social Justice fonds daaraan gekoppeld, denk ik wel dat dat belangrijke stappen zijn. En verder heb je ook in het WG3-rapport van IPCC nogal sector per sector voorstellen die naar voren komen. Ik denk dat die 2 of dat die goed kunnen gematcht worden. Maar het is een vraag van implementatie en ook proof of the pudding is in the eating een stuk. Ik ben hoopvol in de zin dat het een belangrijke agenda naar voren schuift, maar ze moet nog geconcretiseerd worden. En ik heb een beetje het gevoel, het is de laatste kans om effectief te deliveren op beloftes. En we zijn ondertussen 2,5 jaar verder. Oké, corona zat er een stukje tussen. Maar er moet nog heel veel gebeuren, er moet nog heel veel vertaald worden. Net zoals bij die Sustainable Finance programma. Dus op zich, ik weet ook niet of dat het als een nieuwe groeistrategie naar voren schuiven ook niet eerder marketing was dan echt optimisme. Ik laat vaak studenten werken aan een... Hoe zit je met... Je hebt die koppeling debunked van het Europese Environment Bureau, dus de koepel over alle milieu-NGO's. En je hebt dan het idee rond ontkoppeling in de documenten van de Europese Commissie. Waar zitten de andere assumpties? En die zijn zeer, zeer impliciet aanwezig in de documenten. Dus het is nogal moeilijk om exact te gaan duiden van kijk, dit zijn veronderstellingen gemaakt in die lange termijn projecties waar groei aanwezig is richting technologie. Merci. Je vais aller un peu à l'arrière, je reviendrai à l'avant après. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Vous avez donné comme piste de réflexion ou d'action de sortir de la privatisation et donc peut-être sortir d'une forme de libre marché qui serait incompatible avec les limites planétaires. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu et notamment ce serait sur quel secteur prioritaire? Est-ce qu'il faut le penser par secteur ou dans une dynamique globale? Et alors aussi à quel niveau? Est-ce que ce serait au niveau des États? Est-ce que ce serait à des niveaux supra-étatiques, par exemple au niveau européen ou continentaux de façon générale? Mais voilà, quelle perspective, sachant que ça va vraiment un peu à contre-courant de ce qui est porté majoritairement dans le paysage politique aujourd'hui. Donc voilà, je veux bien avoir un peu plus d'infos à ce niveau-là. Merci. Dat is een complex gegeven en dat is ook niet mijn grootste expertise-domein. Maar binnen ecologische economie heb je vaak het voorbeeld van financiële wereld waar je naar full reserve banking kan gaan. En dus dat je geldcreatie vandaag in grote mate gebeurt door private banken die een opbrengst kunnen geren op die dienstverlening die zij doen. Terwijl het zou ook een taak kunnen zijn voor een centrale bank die dat nu met basisgeld in een hele kleine fractie doet. En dan heb je een geldbasismultiplicator bij private banken. En zo heb je eigenlijk een gemeenschapsgoed dat
opbrengt, niet voor de gemeenschap, maar voor private financiële instellingen. Dat is één voorbeeld. Ander voorbeeld denk ik dat als het gaat over openbaar vervoer, soms ook huisvesting. Ook daar kan je de werking van de markt en de rol van private spelers in het verlenen of het voorzien van die behoeften in vraag stellen een stuk. Maar heel specifiek heb ik niet zaken bestudeerd. Het is alleen zeer sterk het idee van er moet van alles geprivatiseerd worden. Ik denk dat dat idee misschien in Vlaanderen nog iets meer leeft dan in andere regio's in België. Maar dat botst effectief op grenzen. Ook als je kijkt openbaar vervoer in het Verenigd Koninkrijk. Ik kan moeilijk zeggen dat privatiseren daar het juiste antwoord is. En zeker als we naar 2050 kijken en koolstofneutraliteit voorop stellen, denk ik dat de rol van overheid als aanbieder zeker moet herbekeken worden. En dat is ook het pleidooi binnen ecologische economie om die vraag meer pertinent te durven stellen en concreet te gaan analyseren waar markten nuttig zijn en waar ze niet nuttig zijn. Want het antwoord de voorbije 30, 40 jaar is heel vaak geweest, ja, het moet geprivatiseerd worden, markten is die efficiënte allocatie. En de andere problemen negeren we een beetje, maar dat kunnen we niet blijven doen. Bonjour à tous, François Sana de la CSC. Merci beaucoup pour les deux superbes exposés. Écoutez, dans mon syndicat, on réfléchit sur ces questions post-croissance, beyond growth, etc. Mais on bute souvent sur la question du financement de la protection sociale, qui est une question assez classique quand on aborde ces questions chez nous. Alors je voulais vous demander s'il y a parmi vous ou vos collègues macroéconomistes, écologistes, des gens qui ont réfléchi à cette question-là spécifiquement pour la Belgique. Donc, réfléchir à une Belgique en décroissance, mais avec une augmentation des indicateurs sociaux. Donc, j'imagine une redistribution massive des richesses, réduction du temps de travail. Vous l'avez évoqué, notamment Brent à la fin de son exposé, mais je pense que ça m'aiderait beaucoup également pour convaincre mes collègues d'avoir des exemples belges de chercheurs qui ont creusé cette question-là spécifiquement. Merci beaucoup. Dat is een vraag die ik ook zeer graag zou willen onderzoeken en waar ik op zoek ben naar financiering voor onderzoek. Door voorstellen in te dienen. Hè. Maar voor België specifiek een ecologisch macromodel is nog niet beschikbaar. Het is ook zeer moeilijk om het te stofferen. Het voorbeeld dat ik getoond heb is eigenlijk was een Europees consortium, maar heeft heel bewust gekalibreerd op Frankrijk, omdat je daar rond arbeidsduurverkorting enige data had met het experiment dat ze een tijd geleden hebben uitgevoerd. En dus soms is het ook moeilijk om in dat soort modellen je parameters te gaan schatten en je data, of op basis van bestaande data, wat heel wat van de voorstellen zijn radicaal anders dan huidig beleid en zijn in die zin te sterk afwijkend van data die we hebben om ons op te baseren. Voor België, ik denk dat het probleem van de financiering, dat je daar naar vermogensbelastingen kan gaan kijken of vermogenswinstbelastingen. Daar is onlangs wel een studie rond geweest van Arthur Apostel en Dan O'Neill van Leeds, die gekeken heeft naar wat is een one-off inkomen van wat is het mogelijke inkomen van een one-off wealth tax. En in lijn met het idee van Paul de Grauwe. Maar heel specifiek, modellen op Belgisch niveau zijn er niet. Maar ik kan me wel inbeelden dat de conclusies voor Frankrijk vertaalbaar zijn naar België. Niet één op één overneembaar, maar dat je wel uit de inzichten kan putten. En er zijn een aantal onderzoekers die wel werken naar hoe ga je om met kosten van vergrijzing of met social security in een postgroeiwereld. Onder andere Tim Jackson en een van zijn doctoraatstudenten is daar sterk op bezig en je hebt daar publicaties rond. Bonjour. C'était juste pour revenir sur les externalités négatives de tout à l'heure. Alors, je suis là. Oui, effectivement, vous avez raison, c'est très compliqué de monétiser ce genre d'action. Mais je pense particulièrement au secteur de l'alimentation. Est-ce que, justement, le fait de donner une valeur, donc le coût réel de la nourriture, serait pas justement un moyen
de changer certaines habitudes, si ce n'est que pour un outil pédagogique. Mais quand on regarde vraiment ce qui se passe dans les champs, où qu'on voit les conséquences sur la pollution ou même sur la santé des gens, on voit que le coût de la nourriture aujourd'hui est beaucoup trop petit comparé à ce que ça devrait être. Donc est-ce que sur certains secteurs, le fait de monétiser cette externalité serait plus judicieuse que sur d'autres, ou alors c'est de manière assez généralisée ne pas attribuer de valeur monétaire? Je pense que l'idée de renchérir ce qui est plus impactant et de rendre moins cher ce qui l'est moins n'est pas une mauvaise idée en soi. Moi, je voyais plutôt le problème dans... On est capable de calculer un prix, par exemple, du carbone, qu'ensuite on appliquerait à tous les secteurs. Mais même si on dit on l'applique à un seul secteur, ça ne change pas le problème théorique. Et ce prix, il devrait en plus s'appliquer à tout le monde, partout sur Terre, parce qu'une fois qu'on a taxé, par exemple, telle production bovine qui serait impactante ici en Belgique, il faudrait peut-être aussi taxer les importations qui sont un peu équivalentes et qui sont aussi impactantes, voire parfois plus. Donc comment on fait pour faire ça? Il y a des débats au niveau européen il y a une proposition de taxe carbone aux frontières. Donc ça pose après des problèmes de coordination internationale. C'est un peu compliqué quand on rentre dans la taxation. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est plus dans l'information, donc avec des éco-scores, avec diverses choses pour dire attention, ça c'est plus impactant, ça l'est moins. Lorsqu'on passe à la taxation, ça devient un peu plus compliqué. Je ne sais pas si c'est mieux de le faire sur un secteur. Je suis d'accord que ça aurait probablement des effets vertueux. Peut-être uniquement à la marge, parce que si on dit on taxe mais très fort, revient aussi la question sociale. Est-ce que c'est pour que ça soit déjà... Enfin, on dit oui, le bio n'est accessible qu'à une certaine partie de la population. Si c'est pour que le non-impactant soit accessible uniquement à une partie de la population, qu'est-ce qu'on fait de... Je dirais qu'au moins, si on a une vision plus transversale, on dit, ça va générer du revenu pour l'État qui pourra soit redistribuer de manière forfaitaire à tout le monde, ce qui a déjà des vertus redistributives selon les modèles, soit on va focaliser sur ceux qui ont les moins de revenus, les plus précaires, etc. Et là, ça va pour le coup augmenter leur niveau de vie. Et alors, à ce moment-là, c'est vrai que si on taxe tout au niveau de ses émissions de CO2, par exemple, ça fait une certaine manne que l'État peut éventuellement redistribuer. Et donc il y a beaucoup de débats chez les économistes de l'environnement notamment sur qu'est-ce qu'on fait de ce revenu, de ce revenu que récupèrent les pouvoirs publics. Est-ce qu'on l'investit dans du vert? Est-ce qu'on l'investit dans de nouvelles infrastructures qui permettent de faire une transition? Est-ce qu'on rend tout aux ménages? Voilà. Donc il y a une question qui est est-ce que le signal prix fonctionne? Bon, un peu, pour ce qui est par exemple des sacs à usage unique en plastique, il a été montré que ça marchait assez bien de faire payer, puis les gens se sont assez vite détournés de ces sacs en plastique. Il y a eu des travaux sur la Grande-Bretagne, etc. Donc est-ce que ça marche comportementalement? Ensuite, si ça marche mais que ça a des impacts sociaux, est-ce qu'on est capable de les régler? Et puis si ça marche et qu'on est capable de régler les impacts sociaux, qu'est-ce qu'on fait ensuite de cette manne que récupère l'État, sachant que ça pose des problèmes. Les nouvelles taxations, c'est jamais trop bien vu. Il faut faire comprendre que c'est pas une taxe de rapport pour l'État, c'est pas une taxe qui est là pour combler un déficit budgétaire, mais c'est une taxe qui est là pour changer les comportements et donc qui pourrait être redistribuée. À qui, comment? Voilà. Donc c'est ces questions un peu, qui ne sont pas que techniques, mais quand même un peu techniques, qui font que souvent ça coince. Au-delà du problème un peu plus philosophique de l'externalité, son internalisation, etc. Mais Ok, merci. On va bientôt clôturer, on va prendre encore une ou deux questions, et puis on fera la pause. Merci à vous deux. J'ai une question pour tous les deux. Qui est lié à l'échange écologique inégal et au transfert d'impact dont vous avez parlé. En fait, c'est une question de base. Je voulais savoir si pour la Belgique, par exemple, on savait isoler la part qui est liée aux importations. Donc tout ce qui est délocalisable vers les pays appauvris du Sud. Donc tout ce qui est produit donc en termes d'extraction, etc.,
et donc pour savoir ce que ça représente en termes d'empreinte carbone pour la Belgique, quoi. Pour savoir si c'est comptabilisé dans les émissions de gaz à effet de serre et savoir combien ça représente cette part-là qui est liée directement aux importations. Parce que parmi les grands absents des politiques climatiques, il y a quand même la question du commerce international. Et on voit même que dans le contexte actuel, avec l'Ukraine et la Russie, il y a l'Union européenne qui se met à accélérer le rythme des négociations pour conclure d'autres accords commerciaux avec d'autres pays pour se libérer de la dépendance à l'égard de la Russie. Et donc le commerce international, ça génère de l'empreinte carbone. Et donc voilà, ma question c'était pour le cas de la Belgique, est-ce qu'on savait quantifier la part qui est liée directement à ces importations, puisque voilà, ouais, c'est tout. Peut-être que Brent va me corriger ou me compléter, je ne sais pas, mais à ce jour, il n'y a pas des données d'empreinte de la consommation des ménages belges qui soient très convaincantes, soit très fréquentes, etc. D'autres pays qui peuvent avoir ça depuis une dizaine d'années. Je crois qu'en Belgique, il n'y a pas encore ça. Pour avoir cherché un petit peu l'empreinte de la Belgique ou même l'empreinte de la région Bruxelles-Capitale, il y avait des données 2004, c'était très difficile à trouver. Alors pour autant, je crois qu'il y a des travaux qui sont en train de développer sur le sujet. Les méthodes, elles existent, elles sont déjà développées avec des matrices input-output internationales, donc on sait qu'est-ce qui rentre dans une économie, qu'est-ce qui en sort, et on est capable de connecter ces matrices entre pays. Donc on voit à peu près, après c'est toujours un peu à la grosse louche, parce qu'on ne sait pas exactement comment calibrer l'impact. Est-ce que ce qui est produit ailleurs, ça a le même impact que si c'était produit ici, en Europe? Donc voilà, ce n'est pas forcément toujours d'une extrêmement grande finesse. Donc les méthodes existent et je pense qu'il n'y a plus qu'à. Ik zou nog eens moeten goed nakijken, want ik denk wel voor Vlaanderen dat er cijfers beschikbaar zijn van CO2 embodied in trade. Dus dat een heel stuk van onze CO2-voetafdruk gelinkt is aan CO2-uitstoot in andere landen die vervat zitten in de goederen die we invoeren uit die landen. Ik denk wel dat er data over beschikbaar zijn, maar ik zou eens moeten terugzoeken. Ik ken ze niet uit mijn hoofd, maar ik dacht dat het over meer dan 50% ging. Maar ik moet eerst opzoeken voor ik een antwoord kan geven. Of ik zal het nog, we kunnen het er achteraf nog over hebben. Ja. Bonjour, merci beaucoup aussi pour votre présentation. Donc moi aussi, c'est plutôt une question de base. En fait, c'est à propos des programmes universitaires en économie. Monsieur Brent avait l'air de dire que voilà, il y avait très peu de cours qui sensibilisaient les étudiants à l'impact écologique. Et je me demandais comment ça se faisait en fait. Les personnes responsables qui sont chargées de créer ces programmes, comment ça se fait qu'elles ne pensent pas à plus sensibiliser ces étudiants, tout simplement? Ik denk een zeer goede vraag, relevant. Je hebt aan heel wat faculteiten economie een studentenvereniging Rethinking Economics. Dus studenten die zich organiseren om extracurriculair activiteiten te ontplooien, sprekers uit te nodigen, boeken te lezen. Er is ook interesse van collega's aan de vakgroep, aan de faculteit, om met hen samen te gaan. Maar het is niet eenvoudig om programma's heel snel om te gooien. Wat dat je wel ziet, maar opnieuw, het is een beetje eigen reclame. Ik ben dit semester gestart met een cursus ecologische economie aan onze universiteit. En dat is de eerste in Vlaanderen. Ik denk dat je aan ULB en ook Namur, denk ik, een andere cursus Ecological Economics ook hebt, maar dat is dan binnen politieke wetenschappen. Ja, dus je merkt wel dat het verandert. En je merkt ook, zeker bij nieuwe doctoraatstudenten, dat de interesse in thema's gelinkt aan klimaat of aan natuurlijke omgeving, dat die zeer groot is. En ook bij nieuwe collega's die we aanwerven, heb je vaak wel een voeling met die problematiek, met die literatuur. En dus de transitie vindt plaats, maar is niet heel evident om op korte termijn een grote omslag te bewerkstelligen. Ik denk dat dat wel loopt. Ik denk aan onze universiteit ook dat er heel wat wordt ingezet op duurzaamheidseducatie. Maar dat wil daarom niet zeggen dat we een nieuwe master hebben met ecologische economie. Dat zal dan via een keuzevak beginnen enzovoort.
denk wel dat er meer aandacht voor komt. Maar tegelijkertijd, vorig jaar was er een bevraging van de Gentse Studentenraad en de Green Office van UGent. En studenten vragen enorm veel meer qua duurzaamheidseducatie en ook enorm veel meer qua interdisciplinaire settings om rond duurzaamheidsvraagstukken te werken. En zij voelen zich niet of onvoldoende voorbereid om met duurzaamheidsvraagstukken aan de slag te gaan in hun job. En die signalen die komen binnen. Dus we hebben daar nu een bevraging rond gedaan. Alle opleidingscommissies buigen zich daarover en reflecteren over op welke manier kunnen we daar een antwoord aan geven. Maar opnieuw, dat is niet van dit academiejaar op volgend academiejaar dat daar een antwoord klaar ligt. Ja. Désolée pour les autres questions. On va terminer avec un petit complément d'information à une question qui a été posée et puis on clôturera et on fera la pause. Donc de Xavier d'Interenvironnement Wallonie. Bonjour. Donc c'est votre question sur l'empreinte importée. La plateforme wallonne du GIEC a fait une estimation dans une de ses lettres, mais je ne sais pas la profondeur de l'analyse, mais ils estiment l'empreinte par wallon est de 10 tonnes de CO2 équivalent par an par personne. 10 tonnes. Et le niveau d'importation serait de 16 à 20. Voilà, donc l'empreinte globale, donc on apporterait 6 à 10 tonnes par personne pour 10 tonnes comptabilisées sur le territoire vraiment. La fourchette est un peu large parce que je pense que c'est dur d'évaluer. Voilà. Donc ça rejoint votre chiffre. Merci. Et donc je propose qu'on clôture. Je remercie encore M. Blaise et M. Roman pour leurs exposés. Merci aussi pour vos questions. On va faire une pause de 10-15 minutes et puis on se retrouvera avec M. Hervé Jeanmar pour la suite. Merci encore.